Grand connaisseur de théâtre, il est acteur mais également metteur en scène. Il incarne Thorvald Elmer dans la pièce d'Henrik Ibsen. Il est notre invité pour nous parler de cette pièce, Une maison de poupée. Bonjour Alain Fromager. Bonjour. Alors, vous êtes donc le mari de Nora, qui est donc incarnée par Marina Foïs. Donc, qui dit femme dit objet, si on en croit votre personnage. Bonne première question. Oui, elle est dans la, elle est pour lui. Alors bon, il y a énormément de choses à dire, mais oui, on peut dire qu'elle est aussi une femme objet, mais un objet dont il était éperdument amoureux. Justement, donc un personnage complexe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce personnage ? Avec plaisir. Disons que, comment dire, pour parler du personnage, il faut parler de la pièce, il faut parler du travail qu'on a fait avec Jean-Louis Martinelli, donc, qui est le metteur en scène de cette pièce. Le premier travail qui a été fait sur cette pièce, c'est un travail d'adaptation, hein, c'est-à-dire que le texte a été travaillé à partir du texte original, de la traduction de ce texte en anglais puis en français. Avec un but, un objectif, c'était de faire entendre le texte et les enjeux, peut-être de les rapprocher un petit peu d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils aient l'air un peu moins datés, parce que c'est quand même une pièce qui a été écrite en 1870. Alors, ce qui nous est apparu très rapidement, je parle du personnage de Thorvald, c'est la façon dont il nomme sa femme. En fait, il l'appelle beaucoup de noms d'oiseaux. Et c'est vrai que pour moi, pour nous, ça a été tout de suite une question, c'est-à-dire comment on peut passer son temps à dire à une femme « ma petite alouette »,« ma petite linotte », etc. et sans que ça devienne ridicule, sans que ça soit une façon de la rabaisser, de la maltraiter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne pouvait s'énoncer finalement, ces choses-là, que quand on était vraiment amoureux de la personne. Et d'ailleurs, ça se passe encore aujourd'hui, on appelle mon lapin, mon machin, etc. Donc on est parti de cette idée qu'en fait, ce couple s'aimait et qu'ils avaient eu des enfants certainement par amour. Et voilà, ça a été, je trouve, la base du travail entre Nora et Elmer. Et je pense que c'est ce que les gens voient aussi. C'est-à-dire que Elmer n'est pas un abruti, n'est pas un sale con, enfin, pour parler un peu vulgairement. C'est un homme qui a une morale, qui a une éducation certainement aussi religieuse, puisqu'il fait appel à la religion. Voilà, il a été formé lui aussi, formaté d'une certaine manière. Et contrairement à Nora, lui, il n'arrive pas à sortir de ce cadre-là. Hein. Assieds-toi, Thorvald, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Assieds-toi, ça va être long, j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu me fais peur, Nora. Je ne te comprends pas. Non, c'est justement ça, tu ne m'as jamais compris, et moi non plus, je ne t'ai jamais compris avant ce soir. Non, tu ne m'interromps pas, tu écoutes ce que je dis, c'est un règlement de compte, Thorvald. Alors, on va revenir sur la mise en scène par la suite. Juste sur l'écriture originale, sur les premières représentations, c'est au Danemark, je crois, donc à la fin du 19e. Quand Ibsen a écrit cette pièce, elle n'a pas pu se jouer tout de suite, il a été obligé de changer la fin. C'est oui, vrai et pas vrai. Il y a une anecdote qui est assez connue, c'est que cette pièce n'a pas pu être jouée en Allemagne. Elle a été jouée, mais effectivement la fin changeait à la demande de l'actrice principale qui disait « ça n'est absolument pas possible que je puisse… » Aujourd'hui, on ne peut pas au théâtre montrer une femme qui abandonne son mari et ses enfants et qui fait des faux en signature, etc. Donc Ibsen avait été sommé de changer la fin. Mais sinon, elle a toujours été jouée comme ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était un scandale. C'est-à-dire que les premières représentations de cette pièce, ça déclenchait des scandales. Et donc aujourd'hui, la mise en scène est tout à fait contemporaine, donc l'histoire elle pourrait très bien se passer aujourd'hui. Et justement, est-ce qu'on peut dire que cette histoire, même en gardant le texte d'origine, est toujours d'actualité, qu'il y a encore des femmes, entre guillemets, amoureuses de leur mari, mais un petit peu soumises, comme on va le voir par exemple au début de l'histoire, quand vous lui donnez de l'argent pour en fait la rendre heureuse? Oui, oui, je crois que c'est assez… peut-être pas exactement
comment dire, cette histoire-là. Oui, des femmes soumises aujourd'hui, il y en a. Des hommes comment je veux dire, qui ont l'ascendant sur leurs femmes avec l'argent, il y en a aussi. Hein. Des femmes qui travaillent pas et qui n'ont que l'argent de leur mari pour vivre, bien évidemment, elles peuvent ne pas être soumises, mais elles peuvent l'être aussi. Mais je pensais à ça avant que vous arriviez. Je me disais, mais aujourd'hui, une femme, par exemple, qui dirait à son mari, qui est malade, hein, puisque c'est le début de l'histoire, qu'elle lui paie ses cures avec de l'argent qui vient de ses parents, alors qu'en fait, je parle tout ça dans un milieu bourgeois. Et que le mari découvre qu'en fait cet argent est obtenu par la femme en se prostituant, par exemple. Qu'est-ce que ça provoquerait? Ou alors, par exemple, quand on prend l'affaire Roman, si par exemple cette femme disait à son mari qu'effectivement cet argent vient de sa famille, alors qu'en fait on découvre qu'elle manipule des gens, qu'elle détourne de l'argent, qu'elle les place au système Ponzi, là, etc., ou le truc de Madoff, qu'est-ce que ça créerait dans une famille de notables, dans une petite ville de province? Qu'est-ce que ça susciterait? Je pense exactement le même genre de rejet, et ça serait tout aussi scandaleux, hein, je crois, aujourd'hui. Alors 2h20 sur scène, c'est long quand même. On pourrait penser que même que ça soit pour les acteurs comme pour le public, ça pourrait être long. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça passe très bien. Pour vous en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, déjà, ça passe très vite aussi pour les acteurs. Hein. Bon, la deuxième partie, pour moi, un peu plus, parce que c'est vrai que la première partie, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Mais à chaque fois, il y a des gens différents. Et puis, on écoute la représentation qui se déroule en coulisses, etc. Donc, on se charge aussi de ce qui se passe avant, etc. Donc, ça, c'est très bien. Non, mais je trouve que l'écriture d'Ibsen, de ce point de vue-là, elle est remarquable. C'est-à-dire qu'il s'arrange. C'est-à-dire qu'il a construit sa pièce avec à chaque séquence un événement qui va prolonger l'histoire et qui va la dramatiser, l'assombrir de plus en plus. Je trouve qu'aussi dans cette écriture, il y a une chose qui est remarquable, que le spectateur sent peut-être ou pas, mais qu'il le sent consciemment ou inconsciemment, c'est que c'est une pièce où tout est dit. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de... On dit tout. Donc on sait au bout d'un moment que tout va être dit. D'ailleurs même les personnages le disent. Linde dit à comment elle s'appelle, à Nora, lui dit « Tu devrais dire à ton mari, tu ne devrais rien lui cacher ». Alors même s'il est question de mensonge, on peut dire que quand même tout est dit. Alors la vérité n'est pas forcément révélée par le personnage qui veut cacher un mensonge, mais c'est un autre qui va le dire à sa place. Donc il y a cette tension, puisqu'on sait qu'on va vers la révélation. De toute façon, qu'à un moment donné ou à un autre, ce qu'elle a caché, ça va. Donc il y a cette tension qui est là à l'intérieur de la représentation. Donc quand on est en tension, généralement ça passe vite, plus vite. Pour finir sur cette pièce, comment vous aviez rejoint, vous, ce casting? Oh là là, alors là, il faut changer la cassette de la caméra parce que c'est une longue histoire. C'est bon, il y a quelques heures. Non, parce que en fait, moi, je travaille avec Jean-Louis Martinelli, donc qui est le metteur en scène de cette pièce et qui est le directeur du Théâtre des Amandiers depuis presque 10 ans maintenant. Jean-Louis est quelqu'un que j'ai rencontré en 1993. Donc c'est j'allais dire un vieux compagnon, mais voilà. J'ai travaillé pendant 6 ans avec lui au Théâtre National de Strasbourg et ensuite on est remonté à Paris ensemble, on a travaillé pendant une période au Rond-Point et puis à Nanterre, donc j'ai fait à peu près, je crois, 17 ou 18 productions avec lui. Mais un petit détail qui est intéressant, peut-être, c'est que Jean-Louis, quand il a eu l'idée de travailler sur cette pièce avec Marina Foïs, il voulait que je joue le rôle qui est interprété par Laurent Gréville, c'est-à-dire le rôle de l'usurier. Et moi, je lui ai dit, ah non, je veux absolument jouer le mari. Et pourquoi je voulais jouer le mari? Parce que sur tout le rapport à l'argent, comment dire,
j'ai l'impression que c'est quelque chose que je comprends complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il n'y a aucune difficulté pour avoir ce rapport à l'argent, le rapport à la difficulté de le gagner, le rapport au fait qu'on ne supporte pas que quelqu'un, en l'occurrence une femme, le dépense n'importe comment, le fait qu'effectivement quand on détient l'argent, ben, on a une forme de pouvoir sur l'autre, un ascendant sur l'autre, etc. Tout ça, ça me parlait énormément, donc j'ai demandé à Jean-Louis de bien vouloir me donner ce rôle-là, il me l'a donné, et voilà, j'en suis très heureux. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Je vous assure que moi j'ai rien fait. C'est lui qui a fumé de la drogue avec mon nom. Non mais un peu vos gueules, le nègre! T'emmerdes le nègre, espèce de fils! Je vais faire un rapport à Amnesty International, on va pas en rester là. Merci! Taisez-vous! Je vous coupe la langue! Qu'est-ce qu'on en fait? On va faire un tour par le marché. On devrait en tirer quelques pièces. On leur coupe pas les pieds? Pas avant de les vendre. Imbécile. Vendre qui? Pour finir, on va revenir maintenant sur vous, sur votre carrière. Dernièrement, vous avez vu au cinéma, dans Casse Départ, aux côtés de Fabrice Eboué et Thomas Gigol. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oh bah oui, je fais comme ça de temps en temps des apparitions dans des petits rôles. Alors j'ai joué avec Garcia dans Le Mac, j'ai joué avec Cassel dans Mérine, j'ai joué, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme ça? Bah donc Tom Indigel. Bah ça c'est rien, c'est un casting et puis on les rencontre et puis moi je trouvais leur scénario très très bien. Je trouvais que c'est pas facile de parler de ça, surtout sur le ton de la comédie, et puis de mettre en brèche un petit peu plein d'idées reçues que peuvent avoir certains enfants issus de cette longue histoire, en l'occurrence du peuple noir. Donc je trouvais que c'était pas mal de projeter des mots, un mec de banlieue, un noir raciste, dans ce qui est un moment de leur histoire d'ailleurs, hein, mais un moment tragique, douloureux, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment vachement bien. Et d'ailleurs, c'était tellement bien de le faire avec eux que le public l'a reconnu, puisqu'ils ont fait quelques millions de spectateurs. Puis on a tourné à Tuba pendant un mois, donc on ne boude pas son plaisir. Non, puis tous les deux, c'est vraiment des types très très bien, donc c'était très, très chouette. Et vous aviez également interprété Patrick dans la série adaptée du film Nos enfants chéris pendant 2 saisons. Alors théâtre, cinéma, télé, on vous trouve un peu partout. Qu'est-ce que vous préférez au final? Ben moi, je préfère tout en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter, par exemple, je travaille beaucoup sur France Culture, je fais beaucoup de fiction sur France Culture. Je conseille d'ailleurs ceux qui vont sur votre site d'aller podcaster sur Radio France des fictions sur France Culture. Là, je viens de travailler sur l'adaptation du 3e volet de Millennium. Il y a vraiment des choses en fiction aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis toujours, mais qui se passent. Ça vaut vraiment le coup d'aller sur le site de France Culture, d'aller podcaster des choses. C'est vraiment très chouette. Donc je fais ça, je fais aussi des lectures, je fais des enregistrements pour des livres pour enfants, des choses comme ça. Mais je trouve que une des grandes joies de ce métier, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, c'est justement de pouvoir se déplacer comme ça. Alors mon rêve, bien évidemment, ça serait d'avoir des rôles plus importants au cinéma et à la télévision, mais ça vient doucement. Là je viens de faire une comédie musicale avec Laurent Benegui, La Nouvelle Blanche-Neige, qui est passée sur France 2 pendant les fêtes, où je dansais, je chantais et je jouais donc. Et ça c'est... je dirais que chaque expérience, elle nourrit l'autre, en fait. Tu vois, quand tu joues au théâtre, tu nourris quelque chose pour la radio. Quand tu travailles à la radio, tu travailles avec des micros. Mais ça aussi à voir avec la caméra, des grosseurs de plans. Donc tu nourris aussi le cinéma ou la télévision à venir. Tout est bien. On ne travaille pas de la même façon. Par exemple, on a plus de temps au cinéma, beaucoup moins à la télévision. On est très comprimé. Bon, le plateau de théâtre, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est une façon de
moi, je ne sais pas comment expliquer ça, j'allais dire tromper l'ennui, mais il n'y a pas d'ennui. On pourrait ne faire que du cinéma et pas s'emmerder, bien évidemment, mais je trouve ça assez joyeux de se déplacer comme ça. Puis les équipes sont différentes, les mentalités sont différentes, les économies sont différentes, donc les façons de travailler différentes, les sujets sont différents. Tu travailles sur Ibsen, Les Trois Petits Cochons, Les Enfants Chéris et un film avec François Richet sur Messrine, t'es pas du tout dans les mêmes univers. Donc c'est aussi une façon de voyager, de se promener, quoi, en continuant à faire son métier. Donc c'est chouette. Très bien. Eh ben, écoutez, bonne continuation, merde pour la suite, et merci encore. Ben, merci.